Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Google et de la stratégie en fait de cette entreprise qui s'appelle aujourd'hui effectivement Alphabet, le groupe Alphabet, de sa stratégie pour en fait complètement dominer et être omniprésent en fait dans le monde digital. On va voir notamment qu'à travers les outils que moi personnellement et que vous probablement aussi vous utilisez au quotidien, pour le développement, mais aussi des outils effectivement plus grand public qui ne sont pas dans le cadre du développement. Mais on va parler notamment de la stratégie de Google pour aller en fait chercher pas à pas des parts de marché dans des domaines qui n'étaient pas du tout destinés à un moteur de recherche à la base. On va parler évidemment d'Android, de Flutter, de Firebase, de Google Chrome, de l'intelligence artificielle et des derniers outils qui vont toucher par exemple à la réalité augmentée. Alors déjà, un constat. Aujourd'hui, dans le monde du développement mobile, c'est-à-dire dans le monde des applications mobiles, on connaît évidemment tous l'écosystème d'Android avec le Play Store. Mais effectivement, avec déjà le fait que Google possède l'écosystème, donc possède déjà tout simplement une part de marché qui est extrêmement conséquente, entre 70 et 80% de part de marché dans le monde. Alors étonnamment, c'est aux États-Unis que Android est le moins présent en pourcentage, puisque Apple, avec l'écosystème iOS et d'iPhone, pèse plus de 50%, ça dépend des années, mais là, cette année, il me semble qu'ils sont passés au-dessus des 50% de part de marché pour l'iPhone et iOS. Donc, entre guillemets, aux États-Unis, donc dans la société, là où est basée la société, donc Google aux États-Unis et en Californie, c'est là-bas qu'ils font les moins bonnes performances. En revanche, dès que vous allez dans le reste du monde, en Europe, encore plus quand vous êtes en Asie, en Afrique, en Amérique latine, vous avez dans ces pays-là, c'est presque 80, voire 90% de part de marché d'Android. Donc déjà, ils possèdent l'écosystème. Ils sont arrivés il y a quelques années avec, du coup, cet outil Flutter qui permet de faire du multiplateforme. Et pour moi, avec vraiment une excellente approche, à la fois humble, honnête et vraiment pour le coup, je crois assez transparente, qui est de dire, ok, il n'y a pas que Android justement sur le marché, il y a aussi iOS. Et c'est un outil qui est extrêmement demandé. Et de toute façon, les plateformes, les sociétés Google, avec ses YouTube, ses Gmail, etc., ils sont évidemment eux aussi présents sur les applications iOS, évidemment. Il faut savoir même que chez Google, la plupart des gens travaillent aussi sur Mac. On n'est pas sur du PC, on n'est pas du anti-Apple, au contraire, les développeurs, c'est tous les mêmes, ils ont des besoins, ils ont des exigences, et en fait, les gens là-bas adorent aussi travailler sur Mac. Bon, après, c'est évidemment, faut peut-être pas généraliser, mais c'est pour vous dire qu'on n'est pas anti-Apple, c'est un aspect, il y a de la concurrence, mais par exemple, Apple et Google signent des deals qui sont énormes. Je crois que Google paye $1 milliard par an à Apple pour mettre Google comme moteur par défaut sur les iPhones. Bref. Donc là, ils ont décidé en fait de créer Dart en premier lieu et Flutter pour permettre d'avoir avec un seul langage, le Dart, de pouvoir compiler sur plusieurs écosystèmes, sur plusieurs plateformes. Et donc, sur le mobile, on parle donc d'iOS et d'Android. Et donc, ça, c'est quand même intéressant parce qu'à la base, on parle de la société qui met à jour Android, qui a tout un environnement de développement avec le Kotlin, avec Android Studio, avec vraiment plusieurs SDK qui sont dédiés avec des émulateurs, avec clairement une vraie compétition par rapport aux produits d'Apple dans les interfaces, etc. Mais ils ont aussi été capables de produire un outil qui, au contraire, lui est multiplateforme. On le voit là ici avec du iOS et du Android. Donc avec cette idée que maintenant, on peut permettre aux développeurs de ne plus se demander est-ce qu'on fait du iOS ou du Android, on fait directement les deux. Et ça, c'est une des stratégies de Google qui, pour moi, a été extrêmement payante. Mais vous allez voir, le truc, c'est que, en fait, Flutter, c'est de l'open source. Donc, c'est un outil qui est développé par Google, qui est mis à disposition donc, pour les entreprises, pour d'autres développeurs. Mais c'est pas quelque chose qui va directement leur rapporter de l'argent, contrairement à un Flutterflow où il y a un business model. Flutter, ça leur rapporte rien. En revanche, et c'est pour moi une des pièces maîtresses, en fait, de Flutter, et notamment pour se positionner très bien dans le monde du développement mobile, on en arrive du coup à Firebase. Alors Firebase, c'est ce qu'on appelle, j'ai plus le terme exact, en gros Firebase, on ne parle pas d'un SaaS, mais c'est en gros du back-end as a service. Donc en gros, vous allez consommer en fonction de la quantité de données que vous allez consommer, en fonction du nombre de requêtes que vous allez effectuer dans votre application. Mais du coup, Firebase, c'est quoi? C'est du cloud, du back-end spécifique aux applications mobiles. Et c'est pour ça que pour moi, Flutter est une pièce maîtresse pour tout l'écosystème, notamment cloud, de Google. C'est qu'en fait, une fois qu'on est passé dans l'écosystème Flutter, que vous soyez sur Flutterflow ou pas d'ailleurs, généralement, on va utiliser Firebase. On peut utiliser d'autres systèmes de base de données, on peut utiliser plein d'autres systèmes, ils sont à peu près tous compatibles, mais on va forcément mettre un pied dans l'écosystème de Firebase. Et comme je vous le dis à chaque fois, au-delà des intégrations, de toutes les fonctionnalités, il y a quasiment des éléments qui sont indispensables. Je pense aux notifications push, je pense à l'authentification.
On peut par moment essayer de se passer de Firebase, mais en réalité, ça reste que c'est extrêmement compliqué. Et je pense que aussi, Firebase a clairement rattrapé AWS il y a plus d'une dizaine d'années, au moment où ils étaient clairement les leaders dans le back-end, le cloud pour les startups qui se lançaient. Aujourd'hui, Firebase, c'est quasiment une startup sur deux, une application sur deux qui tourne sur ce système de base de données-là, donc c'est pas négligeable. Donc, ils possèdent déjà l'écosystème, la plateforme, l'OS mobile, qui est le plus utilisé au monde. Ils ont créé, donc ils possèdent évidemment cet écosystème open source, ce SDK qui s'appelle Flutter, qui permet de faire du développement mobile, et ils possèdent le meilleur système de cloud pour l'application mobile. Donc c'est pour vous dire que déjà, vous utilisez au quotidien des outils de Google, vous avez, en tout cas ceux qui m'écoutez, vous avez une chance sur deux d'être sur du Android lorsque vous consultez tout ce contenu-là, et vous avez une chance aussi très forte que votre application soit sur un cloud de Firebase. Alors, à très grande échelle et pour les grands groupes, vous le savez, je vous le dis souvent, c'est pas l'outil de cloud qui est le plus utilisé, il y en a d'autres, il y a Microsoft Azure, il y a AWS, on a OVH en France, c'est pas le seul, mais dans le modèle des applications mobiles, c'est un de ceux qui est le plus répandu. On pourrait aussi parler, alors ça c'est des exemples que vous connaissez forcément, c'est Google Chrome. Pourquoi je vous parle de Chrome? Parce que c'est pas anodin non plus. Chrome et Google donc ont été les pionniers dans ce qu'on appelle les PWA. C'est quasiment eux qui ont mis à jour, qui ont mis sur le marché ces applications-là. C'est-à-dire des applications web hybrides entre version desktop, vraiment grand écran, et version mobile, petit écran. Et donc à chaque fois que vous développez des applications, que ce soit avec Flutter ou Flutterflow, vous pouvez du coup les exporter en fait en version web et donc en version ici, donc qui vont pouvoir s'adapter à des petits écrans. Et donc ça c'est vraiment, voilà, la PWA c'est quasiment, ça a quasiment été créé par Google. Alors c'est des technologies encore une fois open source, mais Google soutient énormément de technologies web. Il y a d'autres technologies qui sont utilisées derrière Google Chrome, on parle de Chromium, c'est aussi un outil dont on pourrait parler, mais en gros, quand vous développez aujourd'hui des applications web, que vous soyez donc sur votre mobile ou sur un appareil, par exemple un Google Chrome sur votre navigateur. Par exemple, moi quand j'utilise, par exemple ici, quand j'utilise Flutterflow sur mon ordinateur, je peux ici télécharger en fait l'application, je peux installer ce logiciel, c'est la version web de mon logiciel, de mon site internet. Donc bref, Google Chrome, c'est évidemment une autre pierre à l'édifice de Google qui est extrêmement importante, mais que vous connaissez évidemment probablement. Et puis, on en arrive aux dernières vagues technologiques, à savoir l'intelligence artificielle. On pourra aussi parler de la réalité augmentée. Je pense que l'intelligence artificielle, et pour le moment, en fait, on ne parle quasiment plus des fonctionnalités de recherche de Google parce que c'est quasiment un acquis. Google, les fonctionnalités de recherche publicité, ils sont très très bons dessus. On parle de tous les outils autour de cette fonctionnalité de recherche-là, du moteur de recherche pur, qui font qu'en fait, Google arrive à vraiment attraper des parts de marché et être incontournable. Et des fois, on se réveille un jour et on se dit, mais en fait, on n'utilise que des outils de Google, et y compris quand on est développeur. Et ça, c'est quand même pas rien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'intelligence artificielle? Donc, ils ont sorti leur concurrent, évidemment, à ChatGPT, qui s'appelle Google Bard. Ils ont également fourni toute une API, en fait, qui s'appelle le projet Gemini. Donc, ça va permettre, en fait, aux développeurs d'utiliser et vraiment d'intégrer l'intelligence artificielle. Il faut savoir que, enfin, dans leurs propres services et outils, en termes de développeurs, mais il faut savoir aussi que Google fait de l'IA depuis des années. Ça, ils ont toujours été à peu près les leaders. Ils ont racheté la plupart des startups de ce domaine-là. Il y avait notamment DeepMind, donc c'était une des startups leaders dans ce domaine-là. C'est surtout que là, avec l'arrivée de OpenAI, qui a vraiment réussi à proposer vraiment des technos qui étaient intéressantes, ils ont dû se mettre à niveau. Et on dit aussi que, en fait, même Google, en interne, il bridait les performances de l'IA pour ne pas la rendre, pour ne pas la dévoiler au public. Alors, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais de toute manière, on sait qu'ils ont les capacités en interne pour proposer les meilleurs outils. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des outils, on va dire grand public comme Bard, qui sont les interfaces équivalentes à ChatGPT, c'est-à-dire un prompt, un chat, etc. Mais on a aussi toute l'interface d'API, donc d'IA, donc avec l'IA générative, le machine learning. Ça, c'est des outils qui s'intègrent aussi à Firebase. Vous avez le machine learning, vous l'avez déjà d'intégrer à Firebase. C'est plus globalement, ça s'intègre dans le projet qui s'appelle toute la branche de Google qui s'appelle Google Cloud, qui intègre en fait énormément de technologies et d'API qui sont fournies par la société. Mais c'est pour vous dire que demain, on est quasiment sûr que énormément d'entreprises fonctionneront aussi avec l'intelligence artificielle et le machine learning de Google, même si là, en fait, OpenAI a été quasiment racheté par Microsoft. En tout cas, ils ont massivement investi, donc ils ont accès quasiment exclusivement à toutes les technos de OpenAI. Et donc, ils l'intègrent avec Copilot, avec toute l'interface de Windows, de Microsoft, etc. Bon, bref,
Tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, c'est une des dernières vagues technologiques qui arrivent et qui s'intègre déjà très bien avec tout l'écosystème cloud de Firebase, de Google Cloud. Et donc, on est quasiment sûr que demain, et en tout cas aujourd'hui, on peut continuer à faire des outils d'intelligence artificielle en restant dans l'écosystème du coup de Google. Et le dernier, une des dernières, enfin du coup c'est peut-être pas la plus récente, mais c'est celle qui est la plus récente au niveau de l'actualité, c'est tout ce qui va concerner la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Et donc évidemment que Google va être un des acteurs majeurs du secteur. Alors on a Apple qui a sorti le Vision Pro dernièrement, là il y a quelques semaines. On a Meta, donc Facebook, qui a lancé tout son environnement donc de métavers, etc. Et puis on a Google qui a lancé les lunettes connectées il y a quelques années. Mais bon, l'idée c'est qu'en fait à chaque fois, et c'est ça qui est intéressant avec Google, c'est qu'il nous propose non seulement des outils pour le grand public, donc les Google Chrome, etc., mais on a aussi beaucoup d'outils de développement. Et donc c'est une vraie mine d'or pour les entreprises qui veulent aussi en fait tout simplement utiliser les technos de Google. Donc là c'est vrai qu'on a tout l'outil en fait Google Lens qui vous permet d'analyser les images. Enfin c'est incroyable. La puissance en fait de calcul de tous les outils qui sont fournis par Google, tout ça, ça vient rejoindre les outils de cloud de Google, la branche qui s'appelle Google Cloud, et Firebase en fait en fait partie. Il faut savoir qu'en fait à la base, Firebase c'était une entreprise indépendante qui a été rachetée par Google parce que eux ils sont spécialisés dans le mobile. En gros, ce que vous pouvez vous dire, c'est qu'en fait Google a vraiment une stratégie avec des outils à la fois open source de développement et des outils évidemment qui sont rentables comme les branches cloud comme Firebase. Mais en même temps, et Android pareil aussi, ça c'est de l'open source, mais en gros, c'est vrai, enfin en tout cas c'est du grand public. C'est vrai qu'il y a cette idée qu'ils arrivent quand même à avoir des parts de marché qui sont vraiment significatives et qui au final font qu'on peut utiliser du matin au soir des outils de Google et naviguer complètement dans une interface qui est propriété de Google. Et donc des fois ça peut être à la fois un frein, on peut se dire mais c'est trop, et en même temps il n'y a quasiment aucune alternative aujourd'hui sérieuse qui propose toute cette panoplie d'outils, ne serait-ce que dans le développement mobile avec du Android, du Flutter et du Firebase, il n'y a pas d'équivalent. Et comme je vous disais, même sur les PWA, on est sur des technologies qui sont qui ont été créées et développées notamment par les équipes de Google. Donc voilà pour cette vidéo, je trouvais ça intéressant de vous faire un petit point dessus, sachant que moi Flutter c'est mon quotidien depuis maintenant plusieurs années. Flutterflow aujourd'hui encore plus, même si Flutterflow ça n'appartient pas évidemment à Google, mais encore une fois Flutterflow il s'appuie sur quoi? Sur Flutter et sur Firebase à 99%, donc sur des technologies qui sont propriété, donc vous l'avez compris, de Google. En tout cas, l'avenir nous dira s'ils vont plutôt percer avec l'intelligence artificielle ou la réalité augmentée. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une base, une domination qui est extrêmement importante dans le milieu du digital, encore plus précisément du monde du développement mobile avec le Play Store, avec l'écosystème Android, Flutter, Firebase. Ils sont en train de vraiment rafler la mise sur le développement mobile, je pense. Ils sont en train de complètement peut-être remplacer React en tant qu'outil, encore une fois, quasiment le plus populaire depuis une décennie, à voir comment ça va se passer jusqu'à la fin de notre décennie, puis pour les années à venir. On verra aussi comment ils vont s'adapter avec, là on a eu l'écosystème de réalité augmentée d'Apple, est-ce qu'ils vont proposer des lunettes connectées ou en tout cas revenir sur des technologies, un Play Store, Android en version augmentée, réalité augmentée, c'est très probable, mais on verra du coup comment ils vont réussir à se positionner, notamment je pense que là où ils travaillent énormément aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, et enfin voilà, l'idée c'est qu'en fait avec tous les outils qui vont arriver, nous on les aura aussi dans toute l'interface Google Cloud. On avait déjà le machine learning, là on a l'IA générative, il y a énormément d'outils qui vont pouvoir être accessibles pour les développeurs dans l'écosystème de développement du coup de Google. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez vous aussi vous former à Flutter et à Flutterflow avec mes formations. Je propose des formations de Flutterflow gratuites et pareil pour Flutter si vous souhaitez tout simplement commencer, vous avez les liens dans la description et puis je propose des formations plus complètes, plus avancées pour par exemple recréer avec Flutterflow des applications comme Amazon, Uber, WhatsApp, TikTok et Instagram. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!